Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public qui prendra la forme d'une thématique autour d'un livre signé de Éric Hazan et Frédéric Salabarou, récemment paru aux éditions de l'Observatoire, La Révolution par les territoires. Nous recevons donc Éric Hazan, et quand je dis nous, c'est Matthias Fekl, ancien ministre de l'Intérieur et avocat, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Lucille Schmitt, vice-présidente de la Fabrique de l'écologie. Éric Hazan, avec Frédéric Salabarou, donc dans Révolution par les territoires, vous observez que le phénomène de délocalisation et de désindustrialisation des années 80 a plongé les classes moyennes dans une forme de détresse sociale et politique, laissant le champ libre aux extrémismes qui ont su capter le ressentiment des populations délaissées. Dans la remise en cause des valeurs occidentales, la montée des communautarismes et la résurgence de l'antisémitisme, vous voyez des signes avant-coureurs de nouvelles crises sociales et politiques majeures. Pour vous, la France risque une tiers-mondialisation si elle ne prend pas le virage technologique, et pour éviter un déclin irrémédiable, il ne suffit pas d'embrasser l'innovation, il faut la penser politiquement, comme un levier de transformation sociale et de réenracinement territorial. L'intelligence artificielle en particulier pourrait être un outil puissant pour relancer l'économie et pour structurer un modèle de croissance durable. Les territoires constituent pour vous la clé d'une refondation nationale. Il reste des espaces où l'on parle encore, où la nature a sa place, où la sobriété peut être mise en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique. Il permettrait aussi de revitaliser la démocratie et d'expérimenter de nouveaux modèles économiques et sociaux. En s'appuyant sur un maillage territorial fort et sur des initiatives locales innovantes, il serait possible de reconstruire un lien social solide et de donner une nouvelle impulsion à l'économie nationale. Cette révolution territoriale nécessite une réorganisation des pouvoirs publics et la reconstruction d'une élite républicaine capable de piloter ces transformations. Vaste programme, comme aurait dit le général de Gaulle, sur lequel va d'abord vous interroger Marc-Olivier Padis. Oui, j'ai été très intéressé par ce livre qui est très riche, qui foisonne de propositions, de faits, de chiffres, d'analyses. Et je souscris très largement à le cœur de votre démarche sur l'idée qu'il faut repenser d'une certaine façon l'organisation de la géographie française, et en particulier ce constat auquel je souscris complètement, par lequel vous dites que les difficultés que nous rencontrons, c'est le cumul d'une centralisation qui reste aujourd'hui excessive et d'une décentralisation qui est mal organisée. Et donc on a les inconvénients des deux et qu'il faut réorganiser les choses pour ça. Et donc, dans ce cadre général auquel je suis sensible, et les citations que vous donnez, vous rappelez les efforts en faveur de la décentralisation de Pierre Mandati avec cette démarche. Mais donc c'est dans ce cadre-là que je voudrais vous interroger sur des points qui m'ont semblé moins clairs, et en particulier, je suis un peu perplexe en premier lieu sur votre usage de la notion de territoire. En fait, j'ai eu du mal à cerner ce que vous appelez les territoires. On a l'impression, par certains moments, que les territoires, c'est le contraire du centralisme, ou c'est donc sans doute de Paris et de la région parisienne, que les territoires, c'est ce qui n'est pas les métropoles, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Vous dites les territoires, ce sont des lieux de solidarité, des lieux d'innovation, de sociabilité, c'est le cœur de notre identité. Il y a beaucoup de choses, mais j'ai du mal à percevoir. Et notamment, je me demande si vous n'avez pas sous-estimé un élément qui est fondamental dans les transformations de la géographie française ces dernières décennies, c'est la mobilité. C'est le fait que
personne n'est d'un territoire. Aujourd'hui, on est multiterritorialisé, si vous excusez ce barbarisme. Mais personne ne vit sur un seul territoire pertinent, notamment parce que la métropolisation, c'est, comme vous le rappelez d'ailleurs, la distinction entre les lieux de production et les lieux de résidence, et donc le fait que tout le monde est amené à se déplacer beaucoup. Et c'est un des points qui s'est beaucoup... Enfin, le développement des mobilités est un phénomène géographique fondamental qui fait que nous appartenons tous à plusieurs territoires vécus. Et donc, je ne sais pas bien comment vous vous situez par rapport à cette question, et notamment le fait que les zones d'habitat qui se sont le plus développées ces dernières décennies, c'est ni les zones peu denses, ni les cœurs de métropole, c'est ce qui entoure les métropoles, c'est-à-dire le périurbain, une expression qui est peut-être pas idéale, mais c'est la seule que les géographes utilisent, c'est-à-dire relativement proche des métropoles, mais quand même dans un espace encore moyennement dense ou en cours de densification maintenant, où on peut avoir le sentiment d'être à la fois proche des aménités urbaines et proche de la nature. Et je trouve que ce phénomène périurbain est peu mis en valeur dans le livre. Donc, pour revenir au cœur de ma question, qu'entendez-vous au juste par territoire ? Éric Hazan. Alors, peut-être revenons un petit peu en arrière sur le livre lui-même, et je vais aller vers la réponse à cette question, si vous me le permettez. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? Pourquoi on parle de territoire ? Et on commence par un diagnostic qui est un diagnostic qui s'applique pas seulement à la France, mais qui s'applique à, en ce moment, l'ensemble des pays développés, et qui est un diagnostic sur, le général de Gaulle parlait de malaise des âmes, mais globalement, qui est un diagnostic sur le déclassement des classes moyennes. Ce diagnostic, il part finalement du fait que, on va dire dans le dernier quart de siècle, il y a eu une focalisation sur, dans l'ensemble des pays développés, et on va revenir à la France dans une seconde, sur ce qu'on a appelé l'économisme. C'est un vieux mot marxiste qui veut dire que finalement on ne pense qu'à la loi du marché, on ne pense qu'à, c'est pas que nous soyons ni Frédéric ni moi marxistes en l'occurrence, mais qu'on optimise tout à l'aune d'une seule valeur, d'une seule fonction d'utilité, comme on dit en microéconomie, qui est la valeur économique. Donc on oublie quoi ? On oublie l'aspect social, on oublie l'aspect culturel, l'aspect environnemental, les liens finalement entre les gens. Et si on revient aussi, même dans les années 40 avec Simone Veil, à laquelle le général de Gaulle avait demandé un petit travail qu'on appelle l'enracinement, elle disait que finalement, ce qui se passe avec les classes populaires, la classe ouvrière, c'est que l'économie a un risque de pulvériser leurs racines. Alors, il ne s'agit pas d'un livre qui fait l'apologie d'une espèce de pseudo-retour aux racines. Nous pensons qu'il y a une solution dans les territoires qui est une forme de réenracinement. Et je vais revenir à ce que vous disiez, Marc-Olivier, parce qu'effectivement, on est de plusieurs territoires, ne serait-ce qu'au sein d'une même journée. Mais d'abord, il y a ce diagnostic de déclassement. Ensuite, nous pensons que les mutations du travail, les mutations de la technologie permettent à la fois aujourd'hui de rester insérés pour notre pays, pour la France, dans l'économie mondiale, mais aussi de redistribuer une partie de notre économie d'une manière plus intelligente et plus, je dirais, adaptée à ce dont les gens ont besoin. Et donc c'est pour ça que nous pensons, et c'est la troisième partie du livre, nous pensons qu'un projet local, qu'un projet d'autonomie locale, qui fait appel aussi bien aux hyperlocalistes américains qu'aux urbanistes italiens, globalement, qu'un projet local peut être une forme de réponse à cette détresse. Je reviens peut-être un mot sur la France spécifiquement. En France, on a le problème de tout le monde, c'est-à-dire l'économisme des 50 dernières années, mais on a aussi finalement un jacobinisme, et vous en parliez Marc-Olivier, un jacobinisme très fort, qui a pu être une réponse aux besoins d'organisation de l'État pendant un temps, mais qui n'est plus adapté finalement au XXIe siècle. C'est ça notre thèse. Ce n'est pas un retour vers le passé, c'est un retour vers le futur, un futur qui soit plus adapté finalement à ce que nous sommes et à la recréation de ce qu'on pourrait appeler d'une manière candide une bonne vie, c'est-à-dire comme Hannah Arendt parlait finalement du fait que la modernité a un impact sur les liens sociaux. Finalement, ces liens sociaux, dans beaucoup de territoires, ils ont disparu.
Pourquoi ? Parce que Alberto Magnaghi, qu'on cite pas mal dans le livre, qui est un urbaniste italien, parle de pulvérisation du lieu. Je trouve que c'est une image assez parlante, mais Marc Auger, qui est un sociologue, parle, lui, de lieux de passage. On est dans des lieux de passage, et là, pour répondre vraiment à votre question, Marc-Olivier, dans, finalement, tout ce qui n'est pas les 7 ou 8 villes en France qui captent la majeure partie de la croissance aujourd'hui, et dont toutes les études nous disent que leur captation de la croissance économique va se poursuivre finalement dans les 10 à 15 prochaines années. C'est la même chose d'ailleurs dans tous les pays développés. Il y a un petit nombre de lieux qui captent la croissance. Pourquoi ? Parce qu'il y a une valeur, je dirais, économique à mutualiser les services dans un espace que sont les grandes villes. Ok, mais il y a une sensation d'étouffement. Il y a une difficulté même pour des gens qui sont des classes moyennes supérieures à se loger. Voilà, et tout ça, tous ces éléments, cette sensation d'étouffement nous fait dire que justement, dans les terroirs, dans les territoires, dans les villes, dans les zones semi-urbaines, dans les zones rurales, il y a une possibilité à la fois de redécentraliser des services, mais aussi des compétences, et que ça peut revitaliser justement ces territoires qui sont définis, vous l'avez noté, d'une manière assez large. Lucille Schmitt. A des particularités, notamment effectivement de se placer sous l'égide du général de Gaulle à plusieurs reprises. Et il commence en fait par défendre sa vision territoriale en rappelant le discours de Gaulle en 1969 et la façon dont déjà, au fond, de Gaulle aurait eu, d'une certaine manière, une vision décentralisatrice. Ce qui est intéressant parce que c'est pas l'image qu'on en a conservée, puisqu'on en a plutôt conservé l'image d'un homme providentiel, de quelqu'un qui s'adressait au monde. Et c'est sans doute là, je pense, la complexité et l'intérêt de votre livre, c'est que vous voulez embrasser une vision du monde, une vision française, une vision de l'État et une vision territoriale. Alors, ce que je trouve également intéressant dans le livre, c'est qu'il va assez loin dans les propositions de façon, je veux dire, pratique, en tout cas opérationnelle. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les essais à la française. Et moi, je voulais revenir sur 2 ou 3 points un peu précis. Notamment ce que vous dites sur les élus. Parce qu'au fond, l'organisation territoriale que vous préconisez, c'est une organisation où la région et le département travaillent main dans la main. Vous nous dites que ça sert à rien de préconiser la suppression d'un échelon parce que ça ne se fera jamais, mais qu'en revanche, il faut que le département, donc héritier de la Révolution française, et la région qui est davantage une création, pas forcément technocratique, j'allais dire rationnelle, mais en tout cas moins enracinée dans l'histoire, travaillent ensemble. Et pour cela, vous préconisez par exemple que l'articulation entre les élus départementaux et les élus régionaux soit forte, ce qui donnerait une légitimité par le suffrage universel uninominal à des élus régionaux qui aujourd'hui, bon, moi j'ai été conseiller régional, donc je connais ça par cœur, qui aujourd'hui n'ont pas cette légitimité démocratique. Donc ça serait intéressant que vous nous expliquiez comment ça fonctionnerait mieux. Vous êtes aussi pour le retour du cumul des mandats, dans l'idée d'un ancrage territorial, et au fond, pour réhumaniser la relation au territoire, vous préconisez un nouveau schéma d'organisation politique et administrative, puisque vous préconisez également que l'État, au fond, transfère des compétences importantes aux régions, aux départements, etc. Et donc, qu'on renonce, d'une certaine façon, à cette vision égalitaire, qui est l'idée que la loi est l'expression de la volonté générale, et donc on va aller dans une vision plus territorialisée. Comment est-ce que vous allez assurer l'égalité entre les territoires ? C'est un des points intéressants de votre livre sur lequel je voudrais que vous reveniez. Éric Hazan. Oui, merci beaucoup. Effectivement, nous faisons référence d'abord à plusieurs de nos grands anciens. Donc il y a le général de Gaulle qui a été très actif sur la fin de son dernier mandat sur la volonté de décentraliser. Donc il y a cette fameuse loi de 69 qui n'est pas passée, sur laquelle il est parti. Il y a aussi la création de la DATAR très légèrement avant, mais en parallèle, et Marc-Olivier le rappelait il y a quelque temps, il y a tout un mouvement de centre-gauche avec Michel Rocard qui avait écrit ce fameux rapport qui s'appelait « Décoloniser la province », que je trouve intéressant comme titre. Et en parallèle de ça, il y a Pierre Mendès France avec La République moderne, dont il ne vous aura pas échappé qu'il parle de conseillers économiques régionaux, et c'est finalement quelque chose d'extrêmement décentralisé. Alors on pourrait dire... Tout ça se concrétise dans les différentes lois de décentralisation qui sont déployées, 81, 2010, etc. Mais en fait, c'est un petit peu comme si on s'était arrêté au milieu du gué sur pas mal de choses. Et je vais revenir à notre vision qui est effectivement un peu plus, comme on dit en anglais, pushy que ce qui a été fait jusque-là. Alors,
On prend un moment l'image des 4 chevaux de Ben-Hur. Vous vous rappelez sans doute du film. Au moment, avant de faire cette course un petit peu effrénée, il change, le Ben-Hur change l'ordre de ces 4 chevaux pour les remettre au bon positionnement en fonction de leur qualité. Et quand on regarde finalement l'organisation des pouvoirs, c'est ce qui a présidé à notre réflexion. Tout le monde fait un peu tout. Et on est aussi dans l'hyper-présidentialisation qui finalement domine la vie politique française quasiment depuis que le mandat est passé à 5 ans, en gros, hein, au quinquennat. Eh bien, on est dans quelque chose qui est une vraie thrombose. Une thrombose administrative, tout est centralisé, et des gens brillants, intelligents, qui travaillent jour et nuit en dormant 3-4 heures par nuit, n'arrivent pas finalement à absorber tout cela. Et donc du coup, les problématiques territoriales, mais aussi un certain nombre de problématiques, je dirais, de la vie quotidienne des gens, nous paraissent, difficiles à gérer. Donc c'est d'abord cette vision-là qu'on essaye de déployer dans les livres. Alors du coup, on dit chacun doit avoir son rôle. Donc l'Europe a un rôle. L'Europe, c'est la compétitivité. D'ailleurs, on sait bien que si on parlait de technologie tout à l'heure en 2 minutes, mais on sait bien que dans la technologie, il y a un échelon qui est national. On parle beaucoup d'IA, mais les investissements au niveau européen en intelligence artificielle représentent moins de 5% des investissements mondiaux, et donc il y a quelque chose à faire au niveau européen. On en parle il y a quelques jours, finalement, avec les dernières prises de position de différents gouvernements autour de la défense. On sait bien que l'échelon européen a quelque chose d'extrêmement important et une forme de massification de l'énergie européenne. L'écologie aussi, il y a quelque chose de très important où l'Europe peut jouer son rôle. Et le rapport Draghi est à cet égard, c'est pas le premier à le dire, mais c'est le plus puissant en termes d'impact, je dirais, en termes de communication. Il le dit très bien. Il y a un risque de déclassement de l'Europe. Bon, et c'est le rôle de l'Europe d'éviter tout cela, même si, évidemment, à l'échelon national, il y a beaucoup de choses à faire. L'échelon national, c'est le régalien. Voilà, c'est ça notre vision des choses. Ensuite, il y a un échelon régional qui, pour le coup, est le garant de la petite inquiétude que j'ai entendue de votre question, qui est une forme de péréquation et une forme d'égalité entre les régions, les départements, etc. C'est là que ça se passe. Et c'est là que probablement, avec peut-être une forme de décentralisation d'un certain nombre de garde-fous, mais c'est là que probablement on conservera l'assurance que d'une région à une autre, on est dans une forme d'égalité, pas d'égalitarisme, mais d'égalité et de péréquation, parce qu'évidemment, il y a des régions plus riches que d'autres, etc. Bon, voilà. Alors, nous, notre conviction, c'est que la vie quotidienne doit être réglée à un échelon de proximité. Et que ce malaise démocratique dans lequel on est, en fait, il provient aussi de la déconnexion, évidemment, des élites, mais le fait que la déconnexion des élites ressenties par le peuple, mais aussi le fait que les gens dans les territoires pensent qu'ils n'ont pas d'impact sur leur destinée et leur destin à court, moyen, long terme. Et donc on veut faire redescendre au niveau local un certain nombre d'éléments de la vie quotidienne. La santé, l'éducation et un certain nombre d'autres choses, et y compris bien sûr l'environnement et un certain nombre d'aspects culturels. Donc ça va évidemment redonner plus de poids à la décision locale, mais effectivement ce qu'on pense c'est que il y a moyen, et vous le rappeliez, de redonner un petit peu de sens démocratique aux différentes instances régionales et départementales, que ce travail des élus est fondamental, mais ce travail des élus doit aussi s'asseoir sur un plus grand accès aux citoyens eux-mêmes. Donc il y a un lien qui doit être fait entre les élus et les citoyens au niveau des territoires, et c'est ça, entre autres, qui remettra finalement notre projet démocratique d'équerre, comme on dit, avec un sens plus humaniste. Mathias Fekl. Merci pour ce livre, à la fois relativement bref et très, très dense, très informé, et qui puise effectivement aux sources du général de Gaulle, de Mendès France et de Rocard, mais qui me semble aussi animé par une conviction, c'est que les élites doivent garder le souci de l'intérêt général, souci qui sans doute se perd un peu parfois par les temps qui courent, et ne pas être uniquement dans la maximisation de leur propre profit. Vous parlez d'ailleurs de manière très éloquente de la sécession des élites, presque une forme de trahison des élites, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Bindara. Et puis vous attardez beaucoup,
vous passez du temps de manière intéressante, c'est pas du tout négatif, sur le déclassement des classes moyennes dans l'ensemble du monde occidental. Alors moi, j'ai été notamment marqué par l'expression que vous utilisez, l'entrée en martyr des classes moyennes, que vous datez de la fin des années 80, au moment où le néolibéralisme prend le pas à l'intérieur des pays, d'abord anglo-saxons, mais aussi dans les relations internationales. Puis vous mettez d'une certaine façon en regard 2 ouvrages, la Hillbilly Elegy de l'actuel vice-président des États-Unis, et puis leurs enfants après eux, Nicolas Mathieu, qui sont 2 regards en fait sur ces classes moyennes, l'un d'extrême droite, l'autre vraisemblablement plutôt de gauche. Et puis, vous distinguez, m'a-t-il semblé en tout cas, le populisme et l'extrémisme. Donc, je vais vous interroger sur ça, à la fois cette entrée en martyr des classes moyennes, et puis votre distinction entre populisme et extrémisme. Éric Hazan. Si j'ai bien Évidemment, compris. Absolument. Et évidemment, ce qui se passe depuis près d'un quart de siècle, voire avant, c'est que on est passé dans ce que j'appelais l'économisme. Alors, ça date finalement, le changement date effectivement des années 80. Dès la fin des années 70, je vous apprends rien, il y a le livre de Milton Friedman et une focalisation sur finalement le marché et la solution. Voilà, c'est ça ce qu'on nous dit. Et le marché, on n'est pas du tout anti-économie. Le marché est une partie de la solution. Il y a anticapitaliste, mais à un moment, le marché n'est pas la seule solution. Et on voit bien d'ailleurs tous les livres qui suivent, qui amènent au mouvement libertarien aux États-Unis et qui nous disent finalement, mais qui nient un petit peu le fait que la société a un impact sur la mobilité sociale et sur la capacité des gens à s'élever, et qui dit finalement on ne peut compter que sur soi-même. Et ça, on ne peut compter que sur soi-même, et c'est en soi-même que finalement réside le potentiel de développement de chacun des individus. On n'est pas contre le fait que les individus ont des ressources, mais les classes moyennes sont le moteur de la promotion de la mobilité sociale de la société démocratique. C'est ça notre première conviction. Et ces classes moyennes ont été détricotées dans les 50 dernières années progressivement. Alors, comment ça se passe dans tous les pays développés? On va revenir sur la France parce que la France est un cas particulier. Il y a une augmentation très forte des inégalités, avec une concentration de la puissance économique finalement dans le premier quintile, ou plutôt le premier décile de l'ensemble des pays développés. En France, les inégalités ont moins cru. Et les classes moyennes donnent l'impression, les classes moyennes définies comme la part qui est entre les 20% les plus riches et les 30% les plus pauvres, donnent l'impression de s'en être pas mal sorti. Mais en réalité, quand on regarde les études, il y a 2 types de classes moyennes. Il y a des classes moyennes. Il y a ce qu'on appelle les classes moyennes supérieures et les classes moyennes inférieures, qui n'est pas forcément un très beau mot, mais il y a une précarisation des classes moyennes inférieures. Et quand vous lisez toutes les études, y compris celles de l'IFOP et même celles de l'Institut Montaigne, vous voyez qu'il y a des gens, par exemple, qui disaient ils étaient 25% il y a une vingtaine d'années à dire je vais au restaurant souvent. Ils sont plus que 8%. Quand vous regardez les territoires, on parle des invisibles de la République par exemple, 60% des gens, des jeunes, s'auto-limitent dans leur volonté de faire des études. Ils font des études moins bonnes que celles qu'ils avaient prévues. Donc on est dans quelque chose, on parle d'entrée en martyr, parce que les classes populaires, mais aussi les classes moyennes inférieures, sont réellement passées de l'autre côté de la fracture sociale. Et ça, c'est globalement quelque chose de très présent, encore une fois dans tous les pays développés, mais aussi en France très fortement. Et ça nourrit le vote extrémiste et le vote populiste. Alors, si on reprend les 2 exemples de livres, on en met 3 ou 4 des exemples de livres, il y a beaucoup de livres sur la précarisation des classes moyennes et la précarisation des classes populaires, qui sont finalement les classes majoritaires quand on les cumule. Mais c'est intéressant de se dire que y a des gens très différents qui ont écrit là-dessus. Alors évidemment, moi j'ai lu en 2016 Hillbilly Elegy, Élégie pour les ploucs en anglais, qui est un titre assez violent, qui a été écrit par J.D. Vance. Vance, à l'époque, il est venture capitaliste sur la côte ouest des États-Unis, il vient de la Rust Belt et il décrit finalement l'enfoncement progressif de sa famille dans une vraie précarité.
avec de l'alcoolisme, de la drogue, etc. Il traite Trump de fasciste aussi à l'époque, je crois d'ailleurs. À l'époque, en tout cas, il est moins Trumpiste qu'il ne l'est aujourd'hui. Il était peut-être un peu plus clairvoyant, voilà. Mais en tout cas, le point clé, c'est qu'il décrit très bien cet enfoncement. Il y a aussi Emmy Goldstein avec Janesville qui écrit la même chose sur la fin d'une grande usine d'industrie automobile dans la Rust Belt. Voilà. On est dans le cœur de la précarisation des classes moyennes. Le middle class dream de Clinton et de tous les démocrates a disparu. C'est la même chose qui se passe dans les territoires en France. Donc on est... alors, est-ce que c'est la trahison d'éclair que vous citiez, Mathias ? Je ne sais pas, mais les élites... consciemment ou inconsciemment, dont je pense finalement nous faisons tous un peu partie, ont finalement n'ont pas vu monter ce mécontentement. Et finalement, ce qui se passe dans les territoires aujourd'hui, y compris en France, c'est que les gens ne se sentent ni respectés ni écoutés. Et cette vision assez dramatique, on la voit, elle se transforme, elle se canalise dans un vote extrémiste et dans un vote populiste qui semble être la seule réponse que ces gens ont à leur malaise, à leur dépression. Et finalement, ce passage, absolument rien contre ces marques de distribution, mais de Leclerc à Lidl ou Aldi, pour une partie de la population française, ils le ressentent. Quand on voit les études, ils disent « mais je n'arrive plus à accéder à un certain nombre de marques, je n'arrive plus à accéder à un certain nombre de choses ». Et donc ça, c'est une vraie souffrance. Je ne dirais pas que c'est une souffrance de la consommation, parce que ça, ce serait un petit peu basique, mais il y a une souffrance qui est négligée et peut-être un peu méprisée. Alors, il peut y avoir une lecture rationnelle et raisonnable d'un livre comme le vôtre. Il peut aussi y avoir une lecture impressionniste. Et si vous voulez bien, je vous soumettrai à quelques-unes des réactions que j'ai eues à sa lecture. D'abord, la première, c'était de me rappeler que la centralisation en France est l'effet de la volonté du pouvoir royal d'agrandir ses domaines et d'agrandir son emprise sur la société, combinée à la volonté du territoire, si je puis dire, pour reprendre votre expression, c'est-à-dire des populations des territoires qui trouvaient que c'était beaucoup plus confortable, ou plus exactement beaucoup moins inconfortable, d'avoir comme suzerain le roi qui était loin, qui risquait pas de venir piquer vos récoltes et violer vos filles et vos femmes, que d'avoir le suzerain du coin. La deuxième, c'est que on a l'habitude de parler, à propos de la situation française, de la monarchie républicaine. Mais il me semble qu'on peut aussi, depuis les différentes mesures de décentralisation et de régionalisation qui ont été prises, on peut aussi parler de monarchie régionale et même de monarchie départementale. C'est-à-dire que les mêmes méthodes, à la fois autoritaires et technocratiques, se sont décentralisées et se sont profondément ancrées dans le fonctionnement des régions et des départements. Ensuite, dans la réforme de Gaulle, il n'y avait pas seulement la réforme des régions, il y avait aussi la réforme du Sénat. C'est-à-dire qu'il y avait une modification complète de cet organe qui donnait une expression politique nationale à ces régions. Enfin, pas tout à fait enfin d'ailleurs, mais dans les 30 dernières années, les affaires de corruption les plus importantes ne sont pas au niveau national, elles sont au niveau régional, au niveau départemental, ou plus encore au niveau municipal, alors qu'on continue à célébrer comme si de rien n'était le maire comme étant le plus proche des Français, et si je puis me permettre ce commentaire peu sociologique, et gna gna gna. Et enfin, l'idée de la maîtrise, vous avez parlé tout à l'heure de la nécessité, de l'idée, de l'envie, du désir, de l'impossibilité pour le citoyen d'être le décideur ou de participer à la décision sur sa propre situation. Des exemples que je vois pour avoir été pendant les 30 dernières années assez, même tout à fait actif en province, je vois bien qu'il n'en est rien, que la décentralisation, que l'extrême décentralisation ou la division des responsabilités en instances locales a abouti à peu près au contraire, c'est-à-dire que l'intercommunalité est, de mon point de vue, une double catastrophe, d'une part parce que immédiatement il y a un monarque intercommunal qui va évidemment avoir un cabinet avec un directeur de cabinet, parce que en dehors de moi dans ce pays, je ne vois pas qui d'ailleurs n'a pas de cabinet avec un directeur de cabinet,
Et je suis extrêmement candidat à avoir je voudrais pas mourir sans avoir eu un directeur de cabinet, que dans l'intercommunalité à laquelle je pense, les employés sont passés de 18 à 87, et que par ailleurs, une des municipalités de l'intercommunalité a voulu quitter l'intercommunalité en question, et que c'est strictement impossible en dépit de ce que raconte la loi. Donc, c'est pour vous dire que quoi qu'étant un rocardien historique, parce que j'étais rocardien en 1963, j'avais 14 ans, jusqu'à la mort du dit Rocard, ayant même eu le plaisir, l'honneur et la chance d'être un de ses amis, d'avoir été extrêmement impressionné par le rapport de colloque de Grenoble en 1966, je commence à trouver que le chant des territoires est un chant qui sonne faux. Alors, peut-être qu'il sonne faux aujourd'hui, mais la question c'est est-ce que il est durable de rester dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc, encore une fois, c'est un livre qui parle des territoires, ce n'est pas un livre sur les territoires seulement, vous l'avez évidemment bien compris, c'est un livre qui pense que la solution passe par les territoires. Et on parlait tout à l'heure du diagnostic, donc il y a d'abord la déprime, l'entrée en martyre des classes moyennes, à juste raison. Et puis, il y a le fait que la décentralisation et l'organisation, je dirais, institutionnelle telle qu'elle est, à notre avis, ne fonctionne pas bien. Et donc, si je faisais un raccourci, c'est pas parce que ça n'a pas marché jusque-là que ça ne pourrait pas marcher dans le futur. Par contre, en revanche, notre vision du monde, c'est qu'il y a besoin d'un, comme on dit en organisation en franglais, d'un redesign de tout cela. Et donc, il faut redessiner les différentes instances. L'idée, premier point, et je pars de la fin de ce que vous avez dit, Philippe, parce que c'est vrai que le millefeuille territorial, l'augmentation de la fonction territoriale, les dépenses, la Cour des comptes le citait récemment, les dépenses territoriales nous paraissent à tous importantes, et notre vision du monde, c'est que en redessinant, en redécentralisant, en hyper-décentralisant un certain nombre de fonctions, on va se forcer à repenser l'organisation complète de l'administration aux différents échelons. Et que c'est ça qui va permettre un mot qui est une réallocation des dépenses. Et cette réallocation des dépenses, normalement, devrait nous permettre d'éviter à la fois la thrombose dont je parlais tout à l'heure, mais aussi d'éviter finalement l'inflation des dépenses au mauvais endroit. Voilà, ça c'est un premier point. Une fois qu'on s'est dit ça, vous avez cité à plusieurs reprises des tendances monarchiques de notre beau pays. Et c'est vrai qu'on parle de monarchie républicaine et que, sans parler peut-être de monarque au niveau régional, on parle de baron. Et donc, on a un risque avec ce type d'organisation. Voilà, c'est déjà le cas avec l'organisation décentralisée telle qu'elle est, vous le citiez, mais globalement, on a un risque de développement de baronnie. Et et c'est Lucile qui en parlait, d'une forme de différenciation forte des territoires les uns par rapport aux autres. Et donc, on voit bien la petite consolidation ou coalition de barons qu'on pourrait voir se faire jour dans une France républicaine, liberté, égalité, fraternité, etc., dans laquelle on est tous très attachés à l'égalité de traitement en tout cas. Et donc, là, c'est les contre-pouvoirs. C'est le seul moyen, c'est de créer des contre-pouvoirs. Donc, c'est finalement le rôle de l'État central, pour le coup, de mettre en place des contre-pouvoirs et de mettre en place des autorités de vérification qui font que, globalement, on ne tombera pas dans Marc-Olivier Badis. Dans ce problème. Mais je voudrais approfondir ou poursuivre la discussion sur ce point de l'organisation territoriale en avançant nos propres propositions un peu en contre ou en regard, parce que on peut redessiner l'organisation, le système territorial. Vous avez dit tout à l'heure, en le présentant une première fois, chacun doit avoir son rôle, et ça semble aller de soi.
Mais en fait, je pense que la difficulté est là, justement. C'est qu'aujourd'hui, c'est difficile. Enfin, on ne peut plus, pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, c'est que les transformations du rapport des habitants au territoire sont telles qu'on n'est plus simplement dans un territoire, et donc on ne peut plus avoir, ce schéma selon lequel on a un périmètre, une autorité, une compétence. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, vous vous confrontez à la difficulté dans votre livre quand vous entrez un peu dans le détail du découpage. C'est-à-dire que vous dites effectivement, il y a le régalien et la vie quotidienne. Alors, évidemment, le national s'occupe de la défense et les communes s'occupent du ramassage des ordures. Mais en fait, quand on rentre dans le détail, c'est plus compliqué que ça. D'ailleurs, vous dites par exemple, l'école, c'est de la vie quotidienne, d'accord, mais il y a des choses qui restent au national, le programme, les concours de recrutement, et puis il y a des choses qui sont locales. Donc déjà, on voit que là-dessus, ça marche pas. Et on pourrait avoir d'autres exemples. D'ailleurs, dans la liste que vous donnez, il y a des domaines qui disparaissent. Enseignement supérieur et recherche, c'est du régalien ou de la vie quotidienne? L'innovation, c'est où? Le logement, la culture n'est pas mentionnée à ce moment-là. Et donc, moi, je dirais, la difficulté, c'est justement que cette idée de répartition des compétences qui semble s'imposer de soi, parce que comme quelque chose de rationnel, en fait, ne marche pas. L'enjeu, c'est pas ça, c'est la coopération entre les différents niveaux. Là, je rejoins un peu ce qu'a dit Philippe, c'est-à-dire le jacobinisme, ce n'est pas qu'un mal parisien. Tous n'en mourraient pas, mais tous étaient frappés. Philippe parlait de monarchie régionale. Quand vous êtes une commune dépendante d'une métropole française, vous avez aussi le sentiment d'être confronté à un jacobinisme, même si là, il est régional. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on favorise la coopération entre les différentes échelles? Vous dites à un moment dans votre livre, la capacité à trouver des solutions et des compromis caractérise l'échelon territorial. Là, ça me semble d'un optimisme que je ne partagerai pas. Je pense que les conflits locaux sont parfois encore pires. Et donc, dans ce cas-là, on en appelle à l'État, donc on ne s'en sort pas. Et donc, la question, c'est comment pousser les acteurs locaux à coopérer entre eux. Il y a une règle britannique où les Britanniques ont exactement le même type de problème que nous, un État central très ancien, etc. Ils appellent ça « duty to cooperate ». C'est l'obligation de coopérer entre les différents échelons. À un moment, d'ailleurs, dans votre livre, vous parlez de liberté d'organisation locale. Effectivement, on peut imaginer, comme ça a été fait pour Lyon et le département du Rhône, un partage des rôles complètement différents. Et moi, j'irais plutôt dans ce sens-là, en fait. En fait, Éric Azan. Pardon. En fait, il y a peut-être un léger malentendu que je voudrais dissiper. Nous poussons à une forme de décentralisation d'un certain nombre de compétences administratives qui vont aider à la maîtrise par le citoyen de sa vie quotidienne. Mais on ne détricote pas complètement, finalement, une forme de regard régional, national sur ces différentes compétences. Donc ça, c'est le premier point. Donc la coopération que, Marc-Olivier, vous appelez de vos voeux, fait partie des éléments qui nous tiennent à cœur. C'est le premier point, et je vais y revenir. Mais surtout, mettons-nous au niveau local une seconde avant de revenir à votre question. Qu'est-ce qui se passe au niveau local ? Au niveau du territoire, la coopération existe peu. Globalement, vous avez des élus qui travaillent sur un plan local d'urbanisme, vous avez des problématiques sociales, des problématiques culturelles, et tout ça vit très bien en silo dans un territoire qui n'est pas immense. Et tout ce qu'on pousse avec notre hyper-décentralisation, si vous voulez, c'est la coopération locale. Et c'est par le début de cette coopération locale qu'on aura une coopération avec les différents échelons. Parce que finalement, le malaise démocratique qu'on relevait, il vient aussi du fait que c'est compliqué. Vous êtes au niveau local, c'est compliqué. Vous devez monter une clôture, c'est compliqué. Globalement, vous avez une difficulté à faire coopérer, y compris même tous les services de l'État ensemble, pour essayer de faire quelque chose localement. Donc ça, ce projet local,
et qui encore une fois vient du fait que ça a marché ailleurs. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel complètement. Je citais des urbanistes italiens tout à l'heure. Matera, une ville qui est en déshérence totale en Italie, avec un travail sur la culture, etc. Ils sont complètement revenus dans le jeu économique, démocratique, culturel, etc. Les villes, alors c'est un peu plus gros, mais les villes certaines villes de la Rust Belt aux États-Unis, Détroit, Pittsburgh, Cleveland, ils ont fait un vrai travail. Alors évidemment, on est à une autre échelle, mais il y a moyen, de notre point de vue, d'avoir une voie locale où les gens coopèrent localement. Ça commence comme ça. Mais ensuite, et d'ailleurs, ça fait écho à ce que vous disiez, Philippe, et un point auquel j'ai pas totalement répondu, c'est le fait que les gens n'ont pas finalement un grand désir de décider. Vous me disiez ça tout à l'heure, au niveau citoyen, au niveau local. Et en fait, nous, on se dit que par rapport à tout ce qu'on a dit sur ce malaise démocratique et cette espèce de déconnexion d'une partie de la population et cette montée de l'extrémisme, je ne sais pas s'ils ont envie de décider, mais il faut qu'ils décident. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas envie de décider, je dis qu'ils ne croient pas au fait que leur décision sera suivie des faits. Donc après, pourquoi se fatiguer si c'est pour avoir une idée, si cette idée doit se perdre dans les sables? Vous savez, c'est exactement la phrase pour le coup, de J. Evans dans Hillbilly Elegy, donc avant qu'il bascule. Ils disent, mais si on pense que travailler dur va nous permettre de nous élever, alors on travaille dur. Si on pense que ça n'a aucun impact, alors à quoi bon? Voilà. Mais j'ai présenté le livre de Vance ici en disant que c'est le livre d'un gilet jaune qui serait allé à Harvard. Mais c'est exactement... À Yale en l'occurrence, mais oui. Enfin à Yale d'ailleurs, plutôt qu'à Harvard. Lucille Schmitt. Oui, moi je pense que ce qui est très intéressant dans le livre, c'est pas forcément l'architecture institutionnelle, c'est plutôt, comme le rappelait Mathias, le constat d'une sorte de gâchis humain. Et il y a un martyr des classes moyennes, mais on pourrait dire qu'il y a une forme de martyr de la société française par rapport à ce qu'elle pourrait être. Je pense que ça ressort très bien du livre. Et je voudrais qu'on revienne du coup sur ces enjeux d'innovation qu'on ne peut pas aborder seulement sous l'angle technique. D'ailleurs, vous avez beaucoup travaillé sur les enjeux d'innovation, innovation sociale, c'est la distinction classique entre technique et sociale. Et à un moment, vous citez... l'économiste Xavier Jaravel en parlant des Lost Einstein. Et évidemment, c'est une expression qui est assez forte et parlante, c'est-à-dire qu'elle renvoie à l'idée que, en fait, si on avait un système éducatif qui favorisait la créativité, alors l'innovation est un terme souvent assez clivant, mais en tout cas, la possibilité de penser autrement qu'en étant un élève discipliné, apprenant et en développant donc ses capacités de créativité, en fait, on aurait sans doute une société plus imaginative et plus heureuse. Ça, c'est un point très intéressant dans le livre, avec l'idée que, au fond, ces Lost Einstein, ils sont surtout dans les classes populaires. Ils sont surtout liés à ce système d'inégalité scolaire très, très important dans notre pays. Et il y a tout un développement sur les enjeux éducatifs qui n'est pas seulement d'architecture institutionnelle dans votre livre, sur lesquels j'aimerais que vous reveniez. Vous osez même proposer, alors là je trouve ça un petit peu contradictoire avec les Lost Einstein, une sorte d'ENA qui réunirait cette fois-ci les futurs PDG, les futurs directeurs d'administration centrale et les présidents d'établissements publics. Ça, je trouve que c'est un petit peu centralisateur en fait. Donc, je trouve ça franchement assez contradictoire avec ce que vous nous proposez en termes d'hyper-décentralisation. Donc revenons sur ces enjeux au fond de gâchis humain, de capacité créative perdue au fil des années passées dans l'institution scolaire et développée sur l'égalité des chances, qui me semble être un des points forts également du livre, s'il vous plaît. Oui, Éric Cazan. Nous voulons, évidemment, et beaucoup de gens l'ont écrit avant nous, mais nous voulons vraiment recréer une forme de méritocratie républicaine qui ne rate pas un certain nombre de potentiels. D'abord, vous l'avez dit, la France, notre pays, la République française, pourrait vraiment être plus heureuse et donner son plein potentiel, donc en revitalisant les territoires. Je crois qu'il y a quelque chose autour de ça qui est très fort et fortement ancré dans le livre et dans ce que nous pensons. Et donc, on rate ce potentiel parce que nos territoires ne sont pas tous, en tout cas, suffisamment revitalisés. Et puis, on rate ce potentiel parce qu'on rate une partie du capital humain des territoires. C'est ce que vous disiez. Effectivement,
le livre de Xavier Jaravel nous a évidemment assez inspiré, pas seulement, mais enfin, la vérité, c'est que quand vous lisez aussi Les Invisibles de la République, je le disais tout à l'heure, il y a tout un tas de gens qui s'auto-limitent dans les territoires. Et puis la mobilité sociale est faible, l'ascenseur social est cassé, on l'a dit tellement souvent, mais il est cassé dans l'ensemble de l'économie, mais il est aussi cassé dans les territoires. Et encore une fois, les gens de la France périphérique, ils sont de l'autre côté de cette fracture territoriale. Et donc toute cette méritocratie nécessaire nous paraît à revitaliser. Elle peut être revitalisée de plusieurs manières. Alors peut-être que, je dirais, on cherche un équilibre avec une nouvelle ENA, mais globalement, on cherche à trouver des moyens pour les gens talentueux dans des territoires d'accéder finalement à cette classe moyenne qui leur permettrait de revitaliser la France. Voilà, c'est ça. Mais vous pouvez vraiment imaginer une ENA où il y aura les futurs PDG, les futurs directeurs d'administration centrale. Vous croyez pas que là, il y a quelque chose de contradictoire avec justement l'hyper-décentralisation ? Écoutez, on pense que c'est une option intéressante. Je ne dirais pas que c'est le point cardinal de la réponse que nous apportons. Encore une fois, c'est vraiment autour de identifier et permettre à ces gens qui sont dans les territoires et qui ont du talent d'accéder à un succès plus important. Lucille, qui est une ancienne de l'ENA, a perdu confiance dans l'ENA. Mathias Fekl. Il y a un point sur lequel je trouve vous n'allez pas totalement au bout de la réflexion, c'est sur la question institutionnelle. Vous indiquez que en tout cas je suis en partie en désaccord avec ce qui est dit, vous indiquez que la Ve République fait partie des trésors à chérir, avec l'Europe, avec les territoires, avec l'innovation, et tout en étant hyper lucide sur le fait qu'aujourd'hui ça ne fonctionne plus. Et j'ai trouvé, à la lecture du livre, que vous esquissiez pas vraiment... Enfin, on comprenait pas très bien pourquoi tout d'un coup la Ve République irait mieux. Alors, on a bien compris qu'il fallait que le président se recentre sur les grands sujets, l'international, l'avenir à travers la science, l'unité nationale. Et en même temps, le système d'élection actuel rend quand même tout ça très compliqué. On n'est plus à l'époque du général, on est avec l'info en continu, les réseaux, etc. Il y a quand même... elle est inadaptée, cette constitution, me semble-t-il. Et j'ai trouvé que là-dessus, vous vous arrêtiez un peu au milieu du gué, sans dire quelles étaient encore les réformes institutionnelles nécessaires pour que ça s'améliore. Vous plaidez un peu pour un retour aux origines de la Ve, me semble-t-il, mais sans dire exactement où commence l'origine. Alors, par exemple, si c'est la Ve de 1958, la constitution initiale, ça me semble très bien parce que ça répondrait à tout ce que vous dites. Besoin de revenir à un fonctionnement où le Parlement est plus puissant, où le Premier ministre dirige vraiment l'action du gouvernement. Mais ce n'est pas tout à fait ce que vous dites, puisque vous ne remettez pas en cause le système électoral tel qu'il est. Bref, tout ça pour dire, je serais très intéressé de vous entendre sur votre vision de nos institutions aujourd'hui et demain. Alors, je vais alourdir la question de Mathias. Vous n'évoquez pas l'éventualité, la nécessité, l'intérêt d'une réforme de la fonction publique. Je veux dire de tout ce qui représente l'État de la fonction publique, par exemple une réforme du corps préfectoral, non pas une réforme pour les appeler commissaires de la République à la place de préfets, mais pour modifier leur pouvoir, leur mission, etc. Alors je titille encore un tout petit peu plus. Peut-être que c'est un des rares points. Non, mais pas du tout. Ça est vraiment, intéressant. Hein. Mais peut-être que c'est un des rares points sur lequel, entre les deux auteurs, il n'y avait pas tout à fait de consensus. Et peut-être que c'est pour ça que le sujet s'arrête au milieu du gué. Mais vous n'êtes pas obligé de répondre à ce dernier point. Éric Azan. Écoutez, d'abord c'est un manifeste et c'est pas un livre de droit public. Donc, mais peut-être que notre prochain livre sera un peu plus pointu sur ces aspects-là. Mais on a voulu brosser un tableau rapide de ce qui nous paraissait crucial à changer dans le pays. Voilà. Donc c'est ce qu'on a fait. On aurait pu, je crois que le chapitre institutionnel pourrait faire, chaque chapitre en réalité pourrait faire l'objet d'un livre en lui-même. Mais on a vraiment voulu essayer d'embrasser tout cela dans une réflexion un peu globale. Donc ça a des qualités. La qualité, c'est que ça embrasse tout. Et puis les défauts, c'est que parfois, on pourrait faire un bouquin entier sur même une des pages du livre. Donc, ok. Une fois qu'on s'est dit ça, notre conviction quand même, à ce stade, et pour répondre à votre question, Mathias, c'est que c'est pas un problème de constitution, c'est un problème d'organisation.
Et donc, je parlais tout à l'heure maladroitement de redesign organisationnel, mais en gros, on pense qu'on n'a pas besoin de changer la Constitution pour répondre aux problèmes qu'on a évoqués ensemble. En revanche, et pour aller dans la direction de Philippe, nous pensons qu'il y a, dans cette réorganisation de l'organisation administrative, il y a un travail à faire. Alors, je ne sais pas si c'est sur la fonction publique, mais sur les rôles, les missions de l'État, et puis son déploiement dans l'administration, et que finalement, cet hyper-localisme nous permettra de tirer sur un fil qui fait que, et je le disais tout à l'heure, on va pouvoir réallouer un certain nombre de tâches, et donc on va repenser la façon dont on travaille. Donc, c'est pas forcément quelque chose de négatif, de brutal, mais c'est l'idée qu'une réallocation des missions est probablement nécessaire. Marc-Olivier Pelle. Je voudrais revenir un peu en arrière sur la question de la formation et de l'école, parce que c'est un sujet qui nous passionne. Et je me retrouve absolument dans la phrase que vous avez formulée, les jeunes s'auto-limitent dans leurs études. Et je pense que ça doit être un point de départ. On sait très bien, il y a eu des travaux d'une économiste comme Élise Huillery qui a montré ça, notamment par rapport aux filles qui réussissent très bien jusqu'au lycée et qui ensuite, par autocensure, ne font pas les études supérieures auxquelles elles pourraient prétendre et par conséquent se privent aussi d'opportunités par la suite de progression professionnelle, de progression de carrière. Alors évidemment, on peut être que d'accord sur le fait qu'il vaut mieux repérer les talents que de passer à côté. Mais moi, je soulignerais quand même que notre problématique, c'est pas simplement les Einstein. On n'a pas besoin que de Einstein. Je prends un exemple dans le programme pour l'énergie française de construction des centrales nucléaires, ce qui est un programme de revitalisation territoriale, parce que les centrales nucléaires, elles sont installées, pas tout à fait aux quatre coins de la France, mais en tout cas là où il y a de la place. Et on va créer des emplois qui sont des bons emplois industriels, qui sont bien payés, qui sont là pour longtemps, dans des zones qui sont justement ce que vous appelez, je pense, les territoires. Mais si vous posez la question à EDF, eux, ils ont besoin de soudeurs. Et soudeur, c'est un très bon métier. C'est de la qualification. Ce dont on manque en France, certainement, si on avait des Einstein en plus, je serais pour. Mais on manque aussi d'ingénieurs, de cadres intermédiaires, d'ouvriers spécialisés, de soudeurs. Et c'est ça, ce décrochage de la classe moyenne, il est quand même en partie lié à la désindustrialisation. Parce que l'industrie, justement, c'est l'industrialisation, c'est l'industrie qui est diffuse sur le territoire. Parce que pour de l'industrie, il faut de la place. Et donc, on se met un peu partout, alors que c'est l'économie cognitive qui, elle, est métropolitaine. Là, c'est autre chose. C'est la question des services, de l'information, etc. Donc, est-ce que vous pouvez préciser un peu sur cette question et puis votre vision sur ce rapport entre territoire et industrialisation ou réindustrialisation ? Éric Azan. Oui, le point clé de tout ça, c'est effectivement qu'on parlait de déclassement des classes moyennes. Dans le déclassement des classes moyennes des 50 dernières années, il y a le phénomène de désindustrialisation que vous décrivez. Un emploi dans tous les pays développés, un emploi industriel, ça permettait de faire croître son pouvoir d'achat, de s'acheter une petite maison, d'avoir une vie, d'éduquer ses enfants, etc. Et aujourd'hui, tout cela, dans les familles de la classe moyenne précarisée, c'est remplacé par 2 emplois de service, en gros. Et donc qui ont un salaire fixe sur l'intégralité de la vie professionnelle des gens et qui contribuent à une forme de déclassement d'une partie des classes moyennes. Donc, c'est pas pour dire je n'ai rien contre l'industrie des services, mais globalement, on a fait le choix économiquement de la désindustrialisation dans beaucoup de pays développés, pas tous, mais quand même dans beaucoup. C'est pas un secret de dire qu'en France, dans les années 70, on avait à peu près 40% du PIB dans l'industrie, on est à moins de 17% aujourd'hui, bon voilà. Et donc cette réindustrialisation, qui est en cours, qui a été poussée aux États-Unis par le précédent gouvernement assez fortement, mais qui est en cours dans pas mal de pays développés, est nécessaire. Elle n'est pas forcément créatrice d'emplois
énorme du point de vue direct, mais les emplois induits sont importants, et puis les emplois même de services industriels sont importants. Donc il y a quelque chose autour de ça. Et alors, je vais revenir à ce que vous disiez, parce que c'est assez important. On parlait de Lost Einstein, mais effectivement, on ne parle pas que des Einstein. On ne parle pas que des PhD de physique. On adore les PhD de physique, mais finalement, l'éducation, l'enseignement, l'avenir pour les jeunes des territoires ne se limite pas à cela. Mais globalement, quand on dit qu'ils se limitent, leur avenir est limité. Et donc, l'idée, c'est de réindustrialiser, mais aussi d'utiliser les vagues technologiques et les mutations du travail pour donner un avenir aussi dans les territoires autour des nouvelles vagues technologiques. Encore une fois, si je reviens à la demande de compétences dans la technologie dans les 10-15 prochaines années, on a besoin de plus de gens, évidemment, dans l'informatique, les statistiques, les mathématiques, etc., tout ce qu'on appelle les compétences avancées d'un point de vue technique, mais on a aussi besoin de plein d'autres choses. Et quand on parle de fonctions techniques, on a autant besoin de gens qui sont capables de traiter les données pour les préparer à l'intelligence artificielle que des gens qui sont capables de programmer un large language model. Donc en fait, c'est beaucoup plus divers que ce qu'on se donne comme vision en se disant on a besoin en gros que de gens capables d'aller à Stanford faire un PhD de computer science. Pas du tout. Il y a beaucoup d'emplois qui vont être créés grâce à la technologie et qui sont accessibles. Il faut juste qu'on s'assure qu'ils revitalisent nos territoires et qu'ils soient accessibles pour les gens qui y sont. Merci Éric Hazan. Le livre que vous signez avec Frédéric Salabarou s'appelle donc Révolution par les territoires. Il est publié aux éditions de l'Observatoire et je ne doute pas que nos auditeurs iront y chercher la suite, le complément, la chair de la discussion que nous avons eue ici. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je remercie Laure de Mézy avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va assurer le compendium de notre conversation, Nicolas Tourneau qui veille à notre site, tandis qu'Olivier Magloire veille aux questions qui tournent autour du financement. C'est Adrien Beccaria pour le studio L'Arrière-Boutique et Julien Deville qui l'a produit avec Nouvelles Écoutes.